Donc, bonjour à tous. On va commencer les cours. Il est 14h05. Les autres participants vont nous rejoindre au besoin. Au pire des cas, ils pourront réécouter la vidéo. Donc, nous sommes à notre dernier cours sur le séminaire 2 qui a porté principalement sur l'information sanitaire. Et ce cours vient donc terminer ce chapitre-là. Et ce chapitre donc concerne la généralité sur les systèmes d'information clinique et les normes de classification. Alors, en informatique de santé, ces aspects sont abordés fréquemment et il y a aussi des nuances tout autour, d'où l'intérêt de ce cours qui va nous permettre de faire la distinction entre les différentes notions qu'on entend dans le domaine de la santé et en santé publique principalement, et comprendre l'essence des deux composantes ici, notamment le système d'information clinique que je vais appeler par la suite SIC, et les normes de classification. Alors, pour les SIC, on va rappeler les objectifs auxquels un SIC s'attend à combler, puis après, les défis et les enjeux essentiels qui sont tout autour de la problématique du système d'information clinique. Dans le second volet qui concerne les normes de classification, on va rappeler quelques notions de définition, là encore, par différents auteurs, et s'accentuer sur deux normes qui, à mon avis, sont les principales parce que utilisées de façon mondiale, d'autant plus que, à ma connaissance, le pays n'a pas une norme soutenue, validée et réutilisable, en tout cas en termes de codage, tant bien que d'autres pays l'ont. Donc, ces deux-là, par contre, semblent être les normes utilisables dans notre pays et ailleurs. Et on finira par rappeler le cycle de vie d'une norme. On verra comment est-ce qu'on peut avoir de l'idée projet de la norme jusqu'à sa réutilisation ou à son retrait. À titre de rappel, vous avez déjà vu lors du séminaire 2 différentes définitions ou différentes notions par rapport au système d'information. Il y avait le système d'information national, il y avait des sous-systèmes d'information aussi, entre autres. Et je rappelle ici pourquoi c'est toujours dans le but de savoir avec précision quelle est la différence entre un système d'information clinique et les autres systèmes qu'on va entendre parler. À commencer déjà par le système d'information sanitaire qu'on utilise régulièrement. Celui-là est un dispositif qui est constitué d'acteurs, d'outils et de méthodes qui interagissent à différentes étapes du processus de production de l'information sanitaire, bien entendu. Et ces processus-là sont notamment la collecte de la donnée, qu'elle soit individuelle ou primaire, comme on dit, puis elles sont agrégées après, le stockage de ces données-là, leur partage et leur analyse. Là, c'est ce qu'on peut donner comme une approche globaliste du système d'information sanitaire qui va donc prendre en compte non pas seulement les aspects informatiques, mais c'est plutôt différents aspects qui sont concernés. Donc, on fait allusion aux acteurs qui interviennent, on fait allusion aux méthodes utilisées, on fait allusion notamment au processus et aux différentes étapes de la collecte, de la gestion de la donnée, notamment sa collecte, son stockage, son analyse et sa diffusion. Donc, quand on parle d'un système, le plus souvent, c'est différentes approches, c'est différentes notions qui sont retrouvées dedans. D'office, un système d'information est à différencier d'un système informatique. Ce n'est pas du tout la même chose. Quand on est en système d'information, c'est différents aspects, non pas forcément de l'informatique. Il se peut même qu'il n'y ait pas d'informatique dedans. Et on peut parler, bien entendu, du système d'information, tant bien qu'aujourd'hui, avec la technologie, il est difficile de voir un système d'information qui n'est pas soutenu par la technologie. Donc, ce qui fait un petit plus, mais sinon, il y a une distinction nette entre les deux. Alors, par rapport au système d'information hospitalier que vous avez aussi vu lors du séminaire, on peut le comprendre, ce système-là, comme étant un ensemble de moyens organisationnels, humains et technologiques, dont le but est de permettre à chaque acteur qui intervient dans ce système-là, et ce à différents niveaux d'une organisation pouvant être un hôpital, un centre de santé, une clinique, peu importe. Donc, à ces acteurs de pouvoir disposer de l'ensemble des informations dont il a besoin pour pouvoir exécuter son travail au mieux. Donc, ça veut dire que tous les acteurs doivent avoir accès à l'information qu'ils souhaitent au bon moment, de la bonne façon,
pour pouvoir travailler correctement au sein de son organisation. Donc là, on peut prendre, c'est ce qui répond à la définition d'un système d'information hospitalier. Mais moi, je dirais que hospitalier, là, ça se situe juste à un niveau. C'est une question de niveau de définition. Ça aurait pu s'appliquer, par exemple, à un niveau hôpital de district. Ça aurait pu s'appliquer à une clinique. Ça aurait pu s'appliquer à un cabinet de soins. Ça aurait pu s'appliquer à un CSCOM, etc., etc. Donc, à chaque étape, nous retrouvons presque les mêmes choses. Il y a une organisation qui est là, où il y a des acteurs. Donc, l'humain ici sont les acteurs qui interviennent dans cette organisation et ils travaillent selon un processus, selon des règles. Et à chaque étape, chacun a besoin d'une information. Quand le médecin a besoin de faire ses rapports, les chargés de vaccination ont besoin aussi d'avoir une vue sur leur campagne de vaccination, entre autres. Donc, chacun à son niveau a besoin d'un fragment d'information pour pouvoir travailler. Et l'ensemble de ces informations va constituer un système. Cela pour nous permettre d'entrer un peu dans ce qu'on va parler, notamment le système d'information clinique, que je vais appeler SIC par après. Là, c'est bien déjà de se rappeler que l'informatique clinique, en fait, d'où le système découle, traite des données des patients et des connaissances médicales qui sont associées dans le cadre de la prise en charge. C'est pas pour rien qu'on parle de clinique, parce que quand on parle de clinique, il s'agit là de en tout cas d'une étape importante de la pratique médicale où on prend en charge clairement le patient. Et donc, la connaissance et les données qui sont issues ou qui sont générées lors de cette prise en charge-là, et l'informatique s'est intéressée à cet aspect-là, d'où la notion d'informatique clinique. Par après, l'informatique clinique va chercher donc à offrir des solutions méthodologiques et techniques pour la représentation des données et des connaissances. Donc, ces mêmes données et ces connaissances-là, citées plus haut, pour leur meilleure représentation, pour leur organisation, pour leur saisie, leur stockage, leur interrogation, j'entends par là interrogation des requêtes, c'est-à-dire quand on cherche une information, on doit en trouver, l'interprétation de ces informations-là et leur communication, plus leur utilisation sera en fait le but ou en tout cas la plus-value du système d'information clinique. Donc, c'est ça en fait son rôle, de pouvoir faire en sorte que les données que nous collectons sur le patient, la connaissance médicale dont nous disposons puisse être vraiment utilisée au mieux dans le cadre de la prise en charge et cela, bien entendu, soutenu par l'informatique. Et ces SIC sont nés historiquement en fait de l'informatisation des dossiers patients. On imagine que quand on a le dossier papier et qu'on se dit, eh bien, on va les numériser, on va les scanner ou d'une manière ou d'une autre, d'un procédé quelconque, on va faire en sorte que ces informations soient électroniques. Ça a longtemps été considéré comme cela, donc comme des simples archives, mais l'informatique clinique a nettement évolué depuis. Donc, cette définition ou cette interprétation qu'on donnait à l'informatique clinique consistant à être des archives électroniques n'est plus d'actualité. Ça va au-delà de cela. Pourquoi? Parce que dans son évolution, il y a différents éléments qui ont été améliorés ou qui ont été pris en compte, ce qui ne pouvait pas vraiment être considéré comme étant un simple archivage. Parmi ces éléments-là, on parle de la structuration de l'information. On va faire la nette différence entre un papier numérisé et un PDF et une information structurée où on a des champs, on a des valeurs attendues par rapport à une information donnée, on a la possibilité d'afficher ou de masquer une partie d'information ou toute une information. Donc là, cette structure va permettre de soutenir et de rendre traitable l'information par l'ordinateur. Il y a aussi le contenu qui a évolué. Quand on s'attendait à des images seulement, ben non, maintenant le contenu est assez riche. On a du texte, on a des textes, des chaînes de caractères, je préfère dire, qui combinent donc le texte alphanumérique, mais aussi les chiffres ainsi que les symboles. Le contenu en termes aussi de richesse pour le multimédia, on peut avoir par exemple des clichés de radiographie intégrés dans le dossier, ce qui change la donne, et ces clichés peuvent avoir des extensions, non pas des extensions multimédia comme étant une image simple, mais des clichés avec les normes d'ICOM par exemple. Ça change à peu près la donne. On peut bien entendu avoir aussi l'enregistrement des bruits du cœur ou de n'importe quel organe au besoin dans le cadre des explorations. En somme, c'est-à-dire que le contenu dans les sites sont nettement évolués aussi, ce qui nous permet de voir la différence nette entre l'archive initialement compris par le monde en parlant de site.
Il y a aussi les intervenants qui ont évolué dans le temps. Les intervenants étant les différentes personnes qui peuvent interagir sur un dossier. Et on se rend compte que selon le rôle que nous jouons dans un système de santé, que nous soyons infirmiers, que nous soyons médecins ou que nous soyons, par exemple, médecins échographistes, entre autres, chacun va pouvoir jouer un rôle en fonction des données qui lui concernent. Et ça contribue à la prise en charge collégiale du patient et ça étoffe nettement le parcours, ce qui va à terme améliorer la prise en charge du patient. D'un point de vue communication, le dossier du patient, ou plutôt les systèmes d'information clinique, sont devenus comme un outil de communication pour l'établissement, mais aussi pour les praticiens et aussi pour le patient, du moment où le patient, à un moment donné, en tout cas dans les systèmes d'information clinique matures, où le patient peut jouer un rôle en ajoutant de l'information dans son dossier ou en consultant son dossier en fonction de ce qu'on l'autorise à voir sur son état de santé, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'un secret de défense pour le patient, c'est son information, c'est son état de santé. Donc, il a le droit de le savoir. Donc, cette communication renforce aussi la prise en charge en ajoutant de nouvelles informations qui sont bonnes pour le praticien, en prenant connaissance aussi de son problème de santé par le patient lui-même afin de se ménager pour ses soins et afin d'avoir un meilleur résultat. Mais aussi, les processus se sont nettement intégrés. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'un système informatique qui ne prend pas en compte les processus métiers, on se rend compte qu'il y a un manquement. Il y a un manquement. Et aussi, la planification, notamment l'exemple le plus pratique que nous pouvons citer, c'est la gestion des rendez-vous, par exemple. Si vous êtes un service ou une unité qui travaille sur rendez-vous avec vos patients, ceci est très bien géré par le système d'information clinique où la personne concernée, on sait qu'il y a un docteur Timbiné qui doit voir demain un malade Z pour qui on a déjà un dossier qui existe avec son antécédent. Voyez-vous comment cette planification peut avoir un impact sur l'amélioration de la qualité des soins parce que déjà, le médecin peut avoir le temps de lire ce qu'il en est afin de se préparer à recevoir ce patient-là. Ou alors, il peut s'agir d'une intervention prévue où on identifie à l'avance le chirurgien qui doit travailler, l'aide au bloc qui doit travailler, le plateau technique dont on a besoin, la salle qui doit être réservée, de telle sorte que, sauf urgence ou dépendant du plateau technique, on saura qu'à tel moment, il y a telle activité qui se réalisera dans le centre de santé ou dans l'établissement de soins. Donc ça, c'est les éléments de la planification qui renforcent le système d'information clinique et qui contribuent encore une fois à son amélioration dont on présente ici sur cette diapositive en termes d'objectifs. Donc, quel que soit le système d'information clinique que vous allez utiliser ou qui est intégré dans votre système d'information global, hospitalier par exemple, il y a deux objectifs qu'un site va rechercher. Le premier objectif, c'est l'amélioration de la qualité des soins en lien avec les procédures, avec les bonnes pratiques, en lien avec les règles qui sont respectées, en lien avec les contrôles. Tout cela est assez soutenu pour améliorer la qualité des soins. Deuxième objectif, c'est l'amélioration de l'efficience même de la production de ces soins. Et cela va concerner les équipes soignantes, parce que les équipes soignantes seront contraintes de respecter les normes, de respecter les bonnes pratiques, les procédures pour produire ces soins-là pour le patient. Et on sait bien que quand on produit un soin, ce soin est destiné à un patient. Ce qui fait que le patient il soit bien identifié, que la bonne prescription soit faite au patient, que le bon dosage soit fait au patient, que la bonne voie d'administration des médicaments soit réalisée. Finalement, tout cela va contribuer à l'amélioration de la qualité des soins. Chose qu'on va pouvoir difficilement maîtriser si on est en manuel, en fait, si on est dans un système qui n'est pas électronique. Donc là, c'est un peu les avantages ou les plus-values que nous pouvons avoir. Un exemple, c'est qu'un médecin va prescrire des soins électroniquement dans le site et on sait que la prescription des soins doit être suivie de l'administration de ces soins par d'autres acteurs dans le système. Et si cette personne-là se connecte au système, doivent avoir de l'alerte pour savoir que, attention, il y a un patient pour qui on doit administrer des soins. Et cela est en fonction de leur permission, en fonction du rôle qu'ils jouent dans le système de soins. Alors là, ils vont pouvoir voir la prescription du médecin
avec tous les détails, les molécules, les dosages, les périodes de voie d'administration, tout le détail qu'il faut, et bien sûr, lié au dossier ou au patient pour lequel ce soin doit être administré. Donc, ça veut dire que le personnel soignant, infirmier, à l'occurrence, ici, dans mon exemple, va pouvoir administrer le bon soin à ce patient-là. Et là, il n'y a pas question qu'on aille chercher cette infirmière pour qu'elle vienne administrer le soin. Parce que c'est roulé, c'est ça les processus. Après une activité, on sait quelle est la prochaine activité, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à chaque étape, on sait qui intervient et on sait qui intervient avec quel outil ou avec quel moyen. Donc, tout cela va rendre le système efficient au bénéfice du patient. Après, les objectifs, c'est vrai que système d'information clinique, on ne peut pas en parler vraiment sans faire un focus sur les défis et les enjeux que nous rencontrons. Et ces défis, ces enjeux sont nombreux. Hein. Ici, j'en retiens deux, mais il y en a plusieurs. Mais ces deux me paraissent les plus pertinents parce que très souvent, ce sont ces questions qu'on se pose. Il est bon de se demander, oui, je veux informatiser mon établissement de soins ou mon hôpital, mon CSCOM, peu importe le niveau. La question qu'on se pose, est-ce que je vais acheter un logiciel ou alors je vais développer un logiciel pour mon utilisation avec mes besoins, avec la personnalisation que je peux en faire, ou bien je vais plutôt faire de l'intégration de solutions. Supposez que j'ai déjà une solution ou deux, je vais les intégrer. Je vais faire en sorte que ces deux solutions soient un seul, ou alors qu'ils puissent échanger des informations à mon bénéfice. Dans cette question-là, les établissements de soins ont du mal à la répondre parce que c'est vraiment difficile de trancher. On ne peut pas dire oui ou non à cette question. Effectivement, parce qu'il faut tenir compte déjà de l'objectif attendu par vos systèmes d'information clinique. Qu'est-ce que vos systèmes d'information clinique est censé gérer? Est-ce que c'est censé gérer seulement, on va dire, les consultations? Est-ce que c'est censé gérer les hospitalisations? Est-ce que c'est censé gérer le vocabulaire médicaux? Est-ce que c'est censé gérer, par exemple, la prescription médicale? Est-ce que c'est censé gérer les rendez-vous, etc. Donc, il y a autant de besoins qu'un établissement peut se dire, bien, tiens, moi, mon système d'information clinique doit pouvoir répondre à ce besoin A, B, C, D, entre autres. Donc, cela peut être un élément qui peut aider à la prise de décision. La deuxième chose à prendre en compte, c'est le budget. Souvent, on veut bien faire certaines choses, mais on n'a peut-être pas suffisamment de budget pour faire cela. On sait que quand on demande de développer une solution sur mesure, c'est du temps de travail et c'est développé que pour vous, ça a son coût. Et là, généralement, ça peut revenir un peu plus cher pour le bénéficiaire, pour la clinique, l'établissement de soins de façon globale. Et l'intégration aussi peut avoir un coût parce qu'il s'agit de faire communiquer deux systèmes qui initialement ne sont pas prévus pour communiquer. Donc, cela va sous-entendre des coûts secondaires qui seront générés et que vous devez prendre en charge en tant que bénéficiaire de ce travail-là. Sachant qu'acheter une solution, ça peut aussi paraître, ça a son coût, hein, il y a différentes solutions qui ont leur coût, ça peut être cher, mais ça peut ne pas aussi répondre clairement à ce que vous avez besoin. Ça peut aller soit au-delà de ce que vous avez besoin, ou alors ça peut être calqué sur un modèle qui ne répond pas, vous, à votre modèle clinique ou modèle économique. Il y a beaucoup de questions comme ça. Mais dans tous les cas, le budget est à prendre en compte. Ensuite, comme troisième élément à prendre en compte, ce sont les ressources humaines compétentes. Si vous décidez de développer une solution, est-ce que vous avez la ressource humaine compétente des ingénieurs IT, vraiment qui sont pointus dans le développement de systèmes d'information clinique? Et s'ils sont disponibles, est-ce qu'ils sont en nombre suffisant pour pouvoir réaliser ce travail dans un délai raisonnable? Tout cela peut faire en sorte qu'on aura beaucoup de mal à pouvoir décider s'il faut acheter, s'il faut développer ou s'il faut intégrer un cycle. Donc, ça, c'est différents aspects qui vous reviennent. Mais aussi, il y a la politique qu'il faut prendre en compte. La politique, c'est que le pays peut dire nous avons telle orientation. Nous voulons telle orientation par rapport au cycle. Et donc, les établissements sont censés respecter cette orientation-là. Ou alors, la politique va même dire mieux, nous proposons cela. Nous proposons de tel outil ou nous proposons que l'outil soit de telle catégorie-là ou respecte telle mesure, norme ou procédure. Donc, cela va faire en sorte que votre choix va être encore plus précis. Et là, vous allez vous orienter vers des solutions qui vont pouvoir répondre à ces exigences-là
Alors, est-ce que c'est l'achat qui est plutôt mieux? Est-ce qu'il essaye de développer pour répondre à ces besoins-là ou plutôt intégrer la solution? Donc, encore une fois, la réponse à oui ou non n'est pas aussi facile quand il s'agit d'acheter, de développer ou d'intégrer un système d'information clinique. Comme deuxième défi majeur, nous savons que les systèmes d'information clinique doivent pouvoir respecter ou répondre à un grand besoin qui est d'abord une interopérabilité interne. Ça veut dire qu'au sein même de l'établissement, au sein même de la clinique, de l'hôpital, il faudrait que les différentes unités puissent échanger de l'information. Par exemple, on doit pouvoir gérer tout ce qui est admission, transfert et sortie des patients, ce qui est abrégé ici en ADT, admission, discharge and transfer. Tout ce qui concerne en fait l'administration du patient, le patient est admis, après le patient est transféré dans une autre unité ou service, ou alors après le patient on fait sa sortie. Donc cette gestion administrative doit pouvoir être gérée par le système d'information clinique à l'interne, c'est-à-dire qu'on reste dans l'hôpital. Il y a aussi Laboratory Information System, donc le système d'information laboratoire qui doit pouvoir aussi échanger des informations à l'interne entre le dossier du patient et les procédures de laboratoire. Donc, le laboratoire va produire les résultats et ces résultats doivent être ajoutés dans le dossier du patient. Donc, il y a une sorte de communication entre ces deux sous-systèmes déjà dans un établissement. On peut aussi penser au RIS, qui est Radiology Information System, qui là aussi va pouvoir gérer les informations d'imagerie ou de radiographie à tenir en compte dans le dossier du patient et tout cela dans le cycle dans un établissement de soins. Donc, il faudrait que le cycle réussisse à lever ce défi-là, réussisse donc à répondre à ces différents besoins. Avant même qu'on pense à faire de l'interopérabilité externe, ça veut dire une sorte d'ouverture avec les systèmes externes. Par exemple, s'ouvrir avec le système de l'AMO pour pouvoir voir si le patient bénéficie d'une prise en charge par le tiers payant ou pour voir si le système peut s'ouvrir, par exemple, à un hôpital de référence, si on est dans le besoin de référer, par exemple, le dossier, ou si le patient est dans un réseau de soins, par exemple, un réseau où on prend en charge les dépendances, entre autres. Donc, dès lors qu'il s'agit de mettre en communication un système d'information clinique au sein d'un établissement vers un autre établissement externe, là, on parle d'interopérabilité externe. Et cela, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas déjà l'interopérabilité interne qui est respectée. Et dans tous les cas, l'interopérabilité externe aujourd'hui n'est pas considérée comme étant un grand défi parce que de façon technique, il y a des solutions. Mais l'enjeu ou plutôt les limites seraient plutôt la législation. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à la communication d'informations d'un centre de santé vers un autre établissement de santé ou vers un autre institut ou organisme de santé. Donc, qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? Qu'est-ce que les politiques sanitaires ont donné comme guideline, comme guide de bonne pratique par rapport à tout cela? C'est là où la question va se poser, par exemple. Parce que tout ce qui concerne la confidentialité des données, on se doit de respecter cela. La vie privée des patients, on se doit le respecter. Cela va même de la crédibilité non pas seulement du système, mais de l'établissement, parce que on s'imagine bien, hein, même sans informatisation, si les données des patients courent en dehors de centres de santé, on est tous d'accord qu'il y a un problème. Il y a un problème de confidentialité et on se pose la question comment. Et le comment, il y a beaucoup de réponses. En effet, quand on est au manuel, quelqu'un qui peut passer, il jette un coup d'œil sur votre registre, ce que vous êtes en train d'écrire ou sur ce que vous avez écrit, eh bien, c'est une information déjà de capturer. Hein. Ça suppose que cette personne qui l'a lu n'est pas une personne habilitée à lire cette information, mais qu'est-ce que vous pouvez? Vous ne pouvez pas aussi masquer votre registre en écrivant comme si vous, je sais pas, comme si vous écrivez un code secret, quelque chose comme ça. C'est un peu les limites du manuel. Ou alors, quelqu'un voit votre prescription et s'il est du domaine avec juste une molécule, la personne peut imaginer quel diagnostic votre patient a. Et si ça, c'est quelque chose de vrai, c'est déjà une information de sortie. Ah ben tiens, il a prescrit
une antirétrovirale sur le logement, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ce patient a peut-être une pathologie, une infection virale. Mais quelle infection virale? Vous voyez-vous comment est-ce que l'information peut être croisée jusqu'à remonter de la banalité jusqu'à identifier une personne. C'est pourquoi d'ailleurs, certaines données, quand on parle dans ce domaine-là d'anonymisation de l'information, on se dit, il y a des auteurs qui pensent que l'anonymisation n'est même pas suffisante souvent. Parce qu'il y a des détails, il y a des exceptions qui peuvent mettre à nu l'identité des gens. On imagine que dans un aire de santé, un village, un quartier ou un CSCOM, on fait un rapport où on fait des statistiques, on dit que les patients de 99 ans, un patient de 99 ans a présenté tel cas clinique. Okay? Et vous avez dit qu'il n'y a pas de nom associés à cette information parce que vous l'avez anonymisé. Et dans le quartier, il n'y a pas 2 personnes qui ont 99 ans en fait. Et tout le monde connaît cette personne. Là, vous n'avez pas anonymisé parce qu'on peut indexer la personne. Donc, voyez-vous, il y a des détails comme ça qui peuvent faire en sorte que même si on pense anonymiser de facto, mais on ne l'est pas d'emblée. Donc, cela peut arriver. En plus de ça, on peut parler aussi des enjeux de gouvernance. On sait que pour qu'un site marche, il faut bien entendu de la gouvernance, il faut un très bon leadership par les responsables de l'établissement et il faut qu'eux, ils donnent le ton. Il faut qu'ils jouent le rôle comment on appelle ça, de médecin coach ou de médecin leader. Ils montrent l'exemple aux gens, ils accompagnent les autres collègues s'ils ont des difficultés, ils encouragent l'utilisation de l'outil, ils sont disposés à l'amélioration et ils en tiennent compte dans leur travail quotidien. Donc, ça, c'est indispensable pour qu'un cycle puisse marcher parce que si on ne l'utilise pas, ça ne sert absolument à rien. On va le voir quand on va aborder la question du cycle d'évolution des normes, qu'ici, il n'y a pas l'utilisation et finalement, cette norme n'aurait pas servi à quelque chose. Donc, ces outils-là, ils sont destinés à être utilisés. Et pour l'utiliser, il faut avoir suffisamment d'organisation, il faut avoir suffisamment de motivation et peut-être un peu de moyens aussi pour pouvoir l'utiliser. Donc, le moyen, c'est souvent pas ce qui manque en gros, parce qu'avec peu de moyens, on peut faire vraiment des choses intéressantes. Mais quand on n'a pas la motivation, quand on n'a pas la volonté, on se cache toujours derrière les moyens, alors qu'on peut facilement faire plein de choses, sans que ce soit avec des moyens aussi importants comme on l'imagine. À présent, si on aborde le deuxième volet de notre cours, qui va donc parler des normes, qu'est-ce qu'on sait sur les normes? Ce n'est pas spécifique dans le domaine de la santé, les normes. C'est quelque chose qu'on entend toujours. Très souvent, on entend des normes ISO, entre autres. Il y en a beaucoup en fonction des domaines et même dans un même domaine, en fonction des orientations, on peut avoir des normes plus précises. Alors, selon différentes sources, 3 ici, que ce soit d'après le Bureau de normalisation du Québec, que ce soit d'après le Grand Dictionnaire de terminologie ou l'Office québécois de langue française, ils ont défini la norme comme étant un document qui est établi par consensus et qui est approuvé par un organisme reconnu qui fournit pour des usages communs et répétés des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. Qu'est-ce qu'on peut donc tirer ici comme mot-clé? C'est déjà un document à la base, donc c'est quelque chose qui est établi, qui est disponible, qui est consultable et qui a été approuvé. Donc, on s'est mis d'accord là-dessus. Comment? Par consensus. Le consensus n'est pas égal à l'unanimité. Il faut définir ça. Consensus n'est pas égal à l'unanimité, mais ça veut dire que la majeure partie des gens n'ont pas voté contre. Si je n'ai pas voté contre, ça ne veut pas dire que je vote pour. Donc, ça fait un peu la nuance entre le consensus et des voix qui ont été données à l'unanimité, comme on le dit souvent dans les votes. Et ce document-là, donc, est approuvé par un organisme reconnu. C'est pourquoi on va parler tantôt de l'OMS, en tout cas pour les 2 normes que nous avons retenues. Ça pourrait aussi être une société savante qui se penche sur des questions spécifiques. Par exemple, si on a défini une norme, dans la prise en charge de l'épilepsie, donc les spécialistes dans cette matière-là vont s'asseoir, ils vont définir des protocoles. Là, les protocoles, ça paraît un bon exemple comme pour illustrer ce que j'entends par norme ici. Ce protocole-là, il y a différents spécialistes, des neurologues qui sont mis d'accord que pour prendre en charge l'épilepsie, il faut respecter ci, ça, il faut identifier ça, voir telle molécule, etc. Donc, toutes ces informations qui vont être consignées, ce sera par consensus qu'on va le voter. Et ça va donc
être utilisée de façon que vous savez que partout où cette norme-là est adoptée, on va l'utiliser. Et cela de façon répétée. Donc, à chaque fois qu'il y a le besoin, on va l'utiliser. Et bien sûr, dans les normes ou, entre guillemets, dans mon exemple, dans le protocole, il y aura des règles, il y aura des lignes, il y aura des arbres décisionnels qu'il faut respecter, bien entendu. Et donc, c'est à peu près ça qu'on entend par norme. Et une norme a des caractéristiques. D'abord, première chose qui distingue une norme, c'est que c'est élaboré par consensus. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait de l'unanimité souvent là-dessus. Mais si c'est quelque chose qui aide et qui concerne, en tout cas dans son domaine, qui prend en compte beaucoup d'aspects, beaucoup d'insuffisances, et qu'il n'y ait pas de vote contre, et qu'il n'y ait pas, par exemple, de contre-avis, donc de façon consensuelle, on peut élaborer la norme. Et l'utilisation, le deuxième point, le deuxième caractéristique de la norme, c'est que son utilisation est volontaire. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une obligation d'utiliser une norme. Les normes sont faites, mais c'est aux établissements de choisir de les utiliser. Et ce choix est vraiment volontaire. Et le troisième caractéristique, c'est qu'il est possible que cette norme-là soit imposée par la loi ou le gouvernement ou encore par les politiques sanitaires en ce qui nous concerne. Ça peut arriver. Donc, le Mali peut peut-être dire que dorénavant, pour coder les diagnostics, il faudrait que tous les médecins codent avec la norme CIM10. Cela veut dire que les médecins, bien sûr, doivent être formés sur cette norme de classification pour pouvoir correctement l'utiliser. Ou bien, il faudrait charger un responsable de système d'information dans votre établissement qui, lui, va s'occuper de coder l'information non structurée que les médecins vont fournir dans le cadre de leur examen clinique. Si, par exemple, quelqu'un écrit E710, le spécialiste de codage doit savoir E710, c'est le code pour quel diagnostic. Et s'il ne trouve pas, si c'est par exemple le libellé du genre méningite purulente, alors là, le codeur va donc regarder son thésaurus, regarder son annuaire pour voir l'équivalence, le diagnostic le code qui se rapproche au mieux à ce libellé-là. Donc, on va même dire que souvent, c'est un travail d'expert quand même, parce que quand on n'est pas formé là-dessus, ce n'est pas évident de pouvoir correctement l'utiliser. Et si on ne code pas, malheureusement, on ne peut pas parler le même langage. On ne peut pas uniformiser les process. On ne peut pas avoir les mêmes statistiques. Et c'est là où il y a la difficulté. Et on ne peut donc pas améliorer la qualité des soins parce qu'on ne parle pas le même diagnostic. En tout cas, de visu. Même si sémantiquement, on parle la même chose. Mais là, malheureusement, c'est un peu le problème de l'humain. Je ne peux pas savoir exactement ce que l'autre a pensé en écrivant cela. Mais quand il code, là, on est d'accord que le code a un seul sens, une seule signification. Là, c'est une information partagée auquel on peut se fier. Les classifications des normes, quelle que soit la norme que nous allons voir, qui est dans le domaine de la santé de façon globale, ces normes-là vont concerner les processus ou alors ces normes vont concerner la gestion de l'information où il peut s'agir des normes terminologiques. Les deux normes que nous allons voir par la suite sont des normes de l'information qui vont donc gérer l'information sanitaire et qui sont plutôt basées sur la codification des diagnostics. Alors, commençons par parler de la classification internationale des maladies, la CIM. Je n'ai pas voulu mettre CIM 10 ou 11 parce qu'il y en a qui utilisent encore CIM 10 et CIM 11 aussi est officiellement approuvé maintenant par l'OMS. Donc, ça va dépendre de la version que vous allez utiliser. La CIM est la classification internationale des maladies et des problèmes de santé connexes. C'est ça son nom complet, même si nous, on se limite seulement à la CIM, au sein de la CIM, comme classification internationale des maladies. Mais après, il y a d'autres aspects aussi qui sont pris en compte dans le problème de santé connexe. Ça, c'est pris en compte dans ce document-là. C'est abrégé en CIM-10, 10 étant la version, 11 étant la dernière version. Donc, pour écrire l'abréviation de la CIM, c'est comme ça qu'on l'écrit. CIM majuscule, la version. 10, 11 ou 12 dans le futur, peut-être. Quel est l'organisme qui gère, qui approuve ou qui commandite cette norme? C'est l'OMS. Et cette norme CIM notamment contient près de 26 catégories de maladies avec plus de 700 diagnostics. Et la CIM, pourquoi l'utiliser comme norme de classification?
Eh bien, le système de classification des maladies, c'est pour cela. C'est pour classer aussi les traumatismes, c'est pour classer les causes de décès ainsi que les causes extérieures de traumatisme et d'empoisonnement. Donc, toutes ces causes doivent pouvoir être codées de façon claire pour qu'on puisse avoir de meilleures statistiques, donc de mortalité à terme. Le système de classification des maladies, je pense que je me répète là, désolé. Je vais corriger avant de partager avec vous le document. L'autre but ou l'autre raison pour laquelle nous utilisons la CIM, c'est pouvoir produire des statistiques sur l'état de santé de la population d'un pays, par exemple, selon des critères d'analyse, quand on se base sur une maladie de comorbidité ou de mortalité carrément, on pourra définir le profil, je ne dirais pas épidémiologique, mais le profil d'état de santé du pays en lien avec le diagnostic. C'est pourquoi, à un moment donné, on avait estimé que dans les pays subsahariens, c'est plutôt les maladies infectieuses qui étaient responsables d'une grande mortalité. Mais depuis quelques 5-10 ans en arrière, je pense que la tendance est en train d'être changée. Il y a les maladies non transmissibles qui commencent à gagner de plus en plus de la place. Et ces statistiques sont faites grâce à ces genres de classification qui permettent aux spécialistes, donc aux analystes et aussi aux décideurs au niveau politique de pouvoir définir le profil du pays afin de prendre les dispositions dans la lutte contre ces différentes catégories de maladies. Après la CIM-10, on a une deuxième norme, une deuxième classification de l'anglais, le ICPC2, qui en français compris comme étant le CISP, dont la version 2. La première version, je pense que c'était depuis dans les années 80, si je ne m'abuse, avait vu le jour. Et cette deuxième version court depuis 2000 ou 2003, quelque chose comme ça. Quelles sont donc les caractéristiques de la CISP? Son nom, c'est la classification des soins de santé primaire, abrégé en ICPC2. Ça, c'est la classification anglaise, en fait, qui est connue internationalement. Et c'est l'OMS aussi qui est garant de cette classification à travers le WONCA, c'est-à-dire l'association des médecins de famille qui sont aussi organisés en association, qui ont contribué à ce développement, mais sous le coupole de l'OMS. C'est une norme ou une classification qui contient 1441 concepts, les concepts étant tout ce qu'on peut retrouver dans les symptômes, que ce soit les plaintes, dans les infections, dans les cancers ou le néoplasme, dans les traumatismes, entre autres. Donc, on retrouve ces concepts-là dans ces différentes catégories. Alors, c'est plutôt là pourquoi la CSP et non pas pourquoi la CIM. C'est parce que souvent, on veut coder en fait les raisons de la visite des patients. On veut voir pourquoi le patient est venu. Quel est le motif de la consultation. La CIM ne nous permet pas de faire ça, ce travail, mais la CSP nous permet clairement d'encoder cette information. Quels sont les problèmes de santé du patient? Quel est le diagnostic qui est obtenu? Quelles sont les interventions ou les événements qui ont lieu au cours de la visite? Et la CSP2 est une norme qui va compléter la CIM. Donc, la CIM est là, mais la CSP2 va venir compléter cette norme-là, compléter cette classification en donnant tous ces détails-là que je viens de citer notamment. Et ce qui fait que pour chaque diagnostic, par exemple, de la CIM, il y a son équivalent dans la CSP. Donc, ce qui fait que ce sont ces deux codages qui se côtoient, qui se complètent mutuellement. Ça fait un peu la beauté de ces deux codages, qui sont des codages, on va dire, des normes ouverts, gratuits, qu'on peut utiliser et intégrer dans les systèmes d'information clinique sans frais supplémentaires et qui peut être utilisé par les médecins. Donc, c'est un peu l'intérêt de ceci. Une norme, quand ça existe, ça a une vie, ça a un début et ça peut avoir une fin. Alors, la fin, elle n'est pas systématique et ça commence déjà par l'élaboration d'un projet de norme. Un projet de norme, ça veut dire qu'on pense pouvoir normer, pouvoir encadrer un secteur donné pour que tout le monde puisse parler le même langage. Et après le projet, on passe à l'élaboration de la norme. Donc, la norme, elle est élaborée. Et l'élaboration de la norme est suivie d'une publication, c'est-à-dire on publie l'élaboration de la norme pour que toutes les parties prenantes puissent s'impliquer et qu'on puisse faire le travail ensemble.
Et après, il faut mettre en place des outils de support, les différents outils nécessaires. Ça peut être, par exemple, pour une norme donnée, la liste des médicaments, ça peut être aussi les différents spécialistes, ça peut être aussi les différentes terminologies utilisées, ça peut aussi être les plateaux techniques nécessaires, ça peut concerner différentes choses. Dans tous les cas, selon la norme, on met en place des outils de support nécessaires pour pouvoir faire le travail. Et après cette étape aussi, on fait la diffusion de cette information. Par après, on va publier la norme elle-même. Quand la norme elle-même elle est publiée, on va l'adopter, c'est-à-dire que chaque partie prenante peut décider de l'adopter pour en faire une utilisation plus tard. Et c'est lors de l'utilisation qu'on se rend compte qu'il y a peut-être des insuffisances ou à terme, on peut être amené à réviser cette norme pour ajouter ou changer certaines choses pour les prendre en compte. Par exemple, avec COVID, les normes qui ont été établies bien avant qu'on ne sache que COVID pouvait exister, aujourd'hui, il faudra qu'ils soient révisés pour qu'on prenne en compte les aspects de COVID dans ces normes-là. Donc, ça va nécessiter une révision. Et souvent, une norme peut être retirée. Ça peut ne pas arriver dans tous les cas, mais ça peut exister. Donc, si on retire, ça veut dire que c'est la fin de la vie de cette norme-là. Mais lorsqu'il y a la révision, on reprend le processus, on vient, on va faire de nouvelles élaborations de la norme, on publie et on recommence. Donc, c'est à peu près ça le cycle de vie d'une norme. Donc, ça va de l'élaboration de la norme à la mise en place des outils de support, à la publication de la norme et à l'utilisation. Donc, de l'utilisation, on peut être amené à faire des révisions dans le temps si on se rend compte des insuffisances ou si on se rend compte des manquements qui seront issus de l'évolution même de l'évolution naturelle des choses. Aujourd'hui, on connaît COVID. Je ne sais pas si dans le futur, on va avoir affaire à d'autres pathologies, à d'autres problèmes de santé majeurs qu'il faut prendre en compte forcément. Donc, c'est ainsi que le cycle des normes évolue. J'espère que vous avez compris un peu le concept de système d'information clinique et les normes, surtout les deux normes que nous venons de citer, qui sont les normes utilisables pour nous dans notre contexte, mais aussi dans le monde. On est d'accord là-dessus. Et ce ne sont pas les seules normes de classification, il y a d'autres normes qui existent, mais ce sont là des normes qui sont adaptées à d'autres contextes, adaptées à d'autres pays. On sait par exemple que la CIM-10, à l'époque, a fait l'objet d'adaptation au Canada. C'est pourquoi ils parlent de CIM-10-CA, donc CA étant pour le Canada, qui ont donc ajouté ou modifié certaines catégories ou certaines nomenclatures parce que ça ne répondait pas bien à leur système de santé. Et bien entendu, ils ont fait cela en tenant informé l'Organisation mondiale de la santé qui a approuvé leur approche. Donc, les organismes internationaux vont donner les directives, mais chaque pays a la latitude d'adapter la norme en fonction de ses besoins. Donc, c'est après ça, comme je l'ai dit, l'utilisation est volontaire, mais en tout cas, les grandes lignes sont données. Maintenant, aux utilisateurs, donc aux établissements de santé, de s'approprier de la norme pour leur utilisation. Donc, je vous remercie d'avoir suivi le cours et si vous avez des questions, je serai ravi de pouvoir donner des éléments de réponse. Bonjour, Dr. Konaté, et bienvenue, même si nous sommes presque à la fin.